Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le grand direct de l'actualité. Ici, nous survolons l'actualité avec dans Espace Expression. Voilà, on s'arrive enfin. On n'a pas, la nuit était très très longue. Voilà. Merci de nous rejoindre dans cette émission. À la fin, vous aurez la réaction de nos téléspectateurs auditeurs au 620 28 69 69 620 28 65 65. Et oui, l'actualité, on reste avec le secteur bancaire. Connaît depuis quelques jours des perturbations. La raison, un bras de fer qui oppose les institutions comme Ecobank, Affluent First Bank à des opérateurs économiques. Il s'agit des affaires de prêts non remboursées. L'affaire est devant la justice et bien depuis le passage de l'avocat de Saka sur ce plateau, nous aurons, si tout va bien, l'équipe de Affluent First Bank pour leur droit de réponse dans cette convention de prêt autour de 9 milliards de nos francs guinéens. Est-ce que ça a été payé, oui ou non? Eh bien, nous essayons de comprendre tout cela avec eux, sans compter les décisions de justice qui en découlent. Et puis, l'actualité politique, l'envoi d'un médiateur en Guinée, Boniaï, qui repart sans rencontrer les acteurs politiques. Est-ce que c'était dans l'agenda? Oui ou non? Et également la manifestation projetée par le Front National pour la défense de la Constitution avec une série de revendications, notamment la publication de la liste nominative des membres du gouvernement, sans oublier également cette autre question qui revient aujourd'hui au devant de la scène. Il s'agit notamment de la déclaration des biens des membres du gouvernement, également le dialogue politique. Entre autres, nous essaierons de comprendre tout cela avec Baouri et Batrakone. Nous allons nous rattraper avec eux et d'autres acteurs politiques vont nous rejoindre au compte de cette émission. Merci de la fidélité renouvelée. Vous suivez Espace TV, vous écoutez Radio Espace, c'est l'émission Espace Expression. Bienvenue à tous. Radio Espace, Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono. Babila Keta. Expression sur Espace TV, Radio Espace, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous nous pratiquez. Bienvenue à tous. Déjà avec nous dans ce studio, sénateur, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bonjour notre coach, journaliste et écrivain. Bonjour Alphonse. Voilà, merci de nous rejoindre. Alphonse, bonjour. Bonjour Djiba, je réponds bonjour du jeune sénateur, bonjour. Bonjour, moi je salue tout le monde autour de la table avant d'introduire. Je cherche comme ça la bénédiction de tout le monde. En fait, je comprends pas pourquoi le sénateur me dit bonjour ce matin. Ce petit, il a des choses à cacher. Non, je vais juste emboîter, c'est pas, il est dans une phase de préparation de mariage. Et voilà quoi. En fait, voilà. Je sais pas qui a commandité cette grosse arnaque sur mon mariage. Il y a Babila et sénateur. Je peux dire son nom. Il faut que je me méfie de la rédaction d'Espace. Je peux dire son nom. Non, t'as pas intérêt. Je ne le ferai pas, mais je vais le faire. Il va vendre la mèche avec nous, notre député. Bonjour Caps, merci. Merci, bonjour Djiba et bonjour à tous. Bonjour aux futurs nouveaux mariés. Voilà, merci et surtout félicitations en avance. Et avant que les autres nous rejoignent, on va partir avec l'actualité. Charles Wright, le ministre de la Justice, ne chôme pas. Et après l'autre dénonciation, eh bien nous assistons à une autre dénonciation. Et là, on retrouve l'ancien ministre, également Mori Doumbouya, les ministres du budget d'alors, de l'économie et des finances, autour d'une affaire de 19 milliards de francs guinéens, achat d'équipements, par rapport à toujours au procès du 28 septembre concernant le tribunal. Et moi j'ai envie de dire, je dis finalement, le ministère de la Justice n'est pas un ministère à mourir d'ennui. Oui. Parce que ce ministère était un ministère écran. En fait, c'était un ministère qui figurait dans la liste des départements, mais qui n'avait quasiment jamais fait parler d'elle. Aujourd'hui, avec Charles Wright, on constate que ce département, au-delà d'être une structure du gouvernement, a quand même quelque chose en son sein. Ce qu'il faut souligner, c'est que depuis que le président a donné l'instruction pour l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre, le ministre Charles Wright apparemment ne s'est pas reposé. Les premiers actes, on les a constatés avec la poursuite et la dénonciation contre le ministre Fofana et tous les autres, tous ses acolytes. Ensuite, cette seconde dénonciation qui concerne le ministre, l'ancien ministre Mori Doumbouya et d'autres cadres aussi qui sont complices des faits reprochés à Mori Doumbouya. Il faut le saluer. Charles ne badine pas. Beaucoup ont reproché non la procédure. Est-ce que ces interrogations, c'est normal. Tout le monde a le droit de se poser des questions. Mais que l'acte qu'il a démarré soit apprécié de tous. Aujourd'hui, ça permet de
aux Guinéens de comprendre pourquoi il n'y avait pas de procès. Parce qu'il faut le dire, si ce procès a retardé, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont constitué des barrières au procès. Et c'est ça qui ressort avec ces dénonciations. Parce que quand vous mettez de l'argent dans la fourniture d'équipement pour le procès, pendant que l'établissement qui doit abriter le procès n'est même pas fini, comment vous justifiez ça? Quand vous prévoyez des dépenses dans le cadre du procès, pendant que ce même procès, en fait, l'établissement dans lequel il doit être est encore en chantier. Parce que les faits pour lesquels sont poursuivis le ministre Fofana, c'est quand même concernant l'investissement sur l'immeuble en construction. Et Mori Doumbouya, c'est la fourniture d'équipement pour cet immeuble. Et l'immeuble n'était même pas encore construit. Aujourd'hui, je me pose la question. Dans quoi ils ont investi cet argent-là? Si cet argent est sorti, parce qu'il faut le mettre au conditionnel, il a fait une dénonciation, il reviendra au service, au parquet de déterminer si, oui ou non, il y a eu décaissement, si oui ou non, l'argent a été mal orienté. Mais pour le moment, ça nous permet de savoir aujourd'hui que cet argent du 28 septembre était à disposition, l'argent a été sorti et annoncé pour des fins d'aménagement ou de construction du site, ce qui n'a pas été fait. Et il faut rappeler que l'argent qui est incriminé aujourd'hui, c'était dans le cadre d'équipements balistiques et autres matériels de sécurité au compte de l'organisation du procès des événements du 28 septembre. Et il y a un flou total autour de ce procès. Parce que la construction quand même, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui m'étonne en Guinée. Quand c'est un édifice public qui est en construction, le projet prend plusieurs années. Mais quand c'est des gens qui doivent s'offrir des villas, ça passe en 6 mois. Et tu vois souvent que ces infrastructures qu'ils construisent pour eux-mêmes ont plus de consistance que les édifices publics qu'ils construisent. Sans compter aussi la volonté politique qui a manqué. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. Au-delà avec ce qu'on découvre, moi je me dis que la volonté politique n'a pas manqué. Bah, si on a, non, écoutez, si on avait mis de l'argent, si on a mis de l'argent pour l'organisation d'un procès, pour la construction d'un édifice abritant ce procès, pour l'équipement, la sécurité de ce procès, c'est que d'un côté il y avait une volonté. Mais vous savez, il y a la volonté, il y a les manœuvres qui consistent à mettre en œuvre cette volonté. Et ça, il faut toujours le reprocher au président Alpha Condé. Il a été négligent. Alpha Condé a très souvent été négligent dans sa gouvernance. Sinon, comment débourser une telle somme dans le cadre d'un tel projet et manquer de regard sur ce projet? Parce que le procès du 28 septembre, c'est quand même grâce à cette situation que la justice internationale est en train de plonger son regard dans nos vies. La Guinée n'a plus d'intimité judiciaire, non. Cette intimité judiciaire qui nous revenait, elle est morte. Aujourd'hui, la justice internationale a plein son regard dans le foyer de la justice guinéenne. Et tout ça tient du procès du 28 septembre. Donc, qu'on ait mis de l'argent et que cet argent a été mal orienté, il est aujourd'hui important de féliciter l'action du ministre Charles Wright, qui quand même consiste à dénoncer. Les poursuites seront engagées par qui il le faut pour déterminer les responsabilités. Mais pour le moment, l'acte est à féliciter. Il faut rappeler que c'est une première, ce qui est en train de se passer. Voilà, un ministre de la Justice. Finalement, on peut lui reprocher beaucoup de choses. C'est toujours mais il est fidèle à ses principes. C'est un homme audacieux. Justement, ça, il faut parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous soyez dans un gouvernement et que vous puissiez quand même faire de telles dénonciations. Les gens ont commencé à dire non, c'est de l'interférence et tout. Non, attention, c'est prévu par le code de procédure pénale. Un agent public peut dénoncer, et aujourd'hui, Charles Wright, c'est un agent public, il occupe une fonction politique, donc il peut dénoncer. Un simple citoyen peut faire une dénonciation, tout comme une autre personne ou une entité peut aussi faire une dénonciation. Et mieux, j'ai envie de dire, ça c'est au-delà du cas du 28 septembre. Vous avez vu le communiqué qui est paru hier. Moi, j'ai envie de dire, finalement, depuis l'arrivée du CNRD, le seul ministre qui aujourd'hui se met dans l'esprit de refondation de l'État, c'est Charles Wright. Ceux qui ont lu le communiqué hier, il y a 256 cadres non postés. Oui, on va revenir 268. On va revenir qui sont non postés dans justement et qui prennent leur salaire. N'oubliez pas également les 14 000 qui ont été décelés quand même par le ministère de la fonction publique. Ça aussi, c'est un autre débat qui reste sur la table. Le temps de dire bonjour Babila, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous et également à nos auditeurs. Voilà, merci de nous rejoindre. Caps, même question, 19 milliards. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, il faut rappeler qu'il ressort qu'il n'existe aucun document
justifiant l'usage de ce montant pour l'organisation d'un procès dont le siège n'était même pas construit pour qu'on parle des décaissements de montants des équipements de sécurisation, notamment le paiement numéro 1 en faveur de l'entreprise MAF Système Sécurité d'un autre montant de 5 milliards de francs guinéens. Et cette société-là, le nom revient encore parce que dans l'autre dénonciation, c'était encore la même société. Et je pense que à ce niveau, ce sont quand même d'anciens ministres, parce que nous apprenons la dame qui serait à l'origine a été membre du gouvernement Alpha Condé, à une autre génération, et son nom revient encore dans ce... Il y a une complicité quand même à tous les niveaux, il y a une ramification. Voilà, moi ce qui est important déjà à signaler, c'est qu'il faut d'ailleurs saluer, et qui est normal, hein, c'est ce principe de reddition des comptes. Ministre de la République de la trame de Charles Wright qui arrive, qui reçoit des instructions fermes du président de la transition pour l'organisation des procès du 28 septembre. D'ici, bien entendu, la date du 28 septembre à venir. Vous voyez que le délai, il est très court. Donc tout de suite, on ne peut pas parler d'actes populistes vis-à-vis de ça. On ne peut pas non plus parler d'acharnement par rapport à ça. C'est dans les investigations. Pour rendre cette décision ou pour appliquer cette instruction du président de la République, qui va constater justement qu'il y a un certain nombre de faits qui justifieraient qu'on ne puisse même pas commencer à parler de ce procès-là. Parce que pour qu'on parle de procès, il faut qu'il y ait d'abord un site, un tribunal où ces gens-là seront entendus. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des équipements. Il faut qu'il y ait des équipements, les moyens logistiques qu'il faut pour justement permettre que ce procès puisse avoir lieu. Maintenant, en cherchant, on se rend compte qu'il y a ce montant qui était déjà annoncé, qui semblerait-il a été décaissé. Et maintenant, pour lui, il est tout à fait normal parce qu'il ne les accuse pas. Ils ont encore la présomption d'innocence. Ils demandent juste, ils donnent une injonction tout simplement au parquet, au procureur général près de la cour d'appel de Conakry pour qu'il s'intéresse justement à ce dossier-là afin qu'on puisse comprendre et savoir ce qui s'est véritablement passé là-dedans. Et je pense que ça, c'est un acte salutaire et qui devrait inspirer tous les différents ministres qui se retrouvent aujourd'hui dans le CNRD, parce qu'encore une fois, c'est ça le principe même que le CNRD nous a révélé à sa prise de pouvoir. On dit il faut assainir la vie publique, et assainir la vie publique doit envoyer chaque cadre guinéen à pouvoir s'habituer justement à rendre compte de sa gestion. Et ça, c'est une manière de pouvoir justement rendre compte. Alors, on attend voir maintenant qui est-ce qui prend la relève et quelle sera la suite de ce dossier-là, quand on sait qu'encore on connaît pas c'est qui le remplaçant direct de Charles Wright, de là où il vient en tant que procureur général. Pour le moment, il faut le dire, il y avait un moment des rumeurs qui circulaient que c'était Sidi Suleiman. Personne n'a officiellement été nommé à ce poste. Voilà, donc c'est pourquoi il est important pour nous d'apporter cette clarification et cette précision ce matin-là. Donc on attend bien entendu voir dans les jours à venir qui prend sa place. Et vous savez, des fois il est très difficile quand vous succédez une personne qui a mis la barre haute, qui a pu afficher et mettre en lumière, qui a fait connaître la fonction de procureur et qui avait jusqu'à s'en prendre aux OPJ. Oui, aux OPJ et même tout le monde. À certains ministres. On a vu son cas avec le haut commandant de la gendarmerie nationale. On a vu même le ministre de la Sécurité qui avait... pour dire que vous n'avez pas l'habilitation. Justement. Vous n'êtes pas une justement avec le ministère de la Sécurité. Même avec le ministère de la Sécurité. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous devez succéder à quelqu'un comme ça, c'est que vous avez du pain sur la planche. Si vous ne réussissez pas à mettre la barre plus haute, il faut qu'à la limite que vous puissiez être au même niveau que lui. Et c'est pourquoi il est important d'être très minutieux dans le choix justement de la personne qui doit venir à la place de Charles Wright, parce que cette personne, elle incarne beaucoup. Cette personne, elle est là justement pour défendre le citoyen que nous sommes, pour pouvoir justement clarifier la lanterne de la population par rapport à un certain nombre de faits, notamment ceux qui sont déjà signalés par Charles Wright. Donc encore une fois, il faut saluer l'acte de Charles Wright, il faut féliciter son dynamisme et il faut encourager les autres à pouvoir s'inspirer de ce qu'il est en train aujourd'hui de faire. Parce que c'est moins d'un mois là. Justement, en moins d'un mois, tout ce qu'il est en train de faire, on sent que c'est quelqu'un qui a la soif du résultat, qui a envie de prouver, qui a envie d'obtenir du résultat et qui est dévoué à servir valablement à ce pays. Franchement, pour le moment, tant qu'il est comme ça, on ne peut que lui féliciter. Oui. Mais attention à lui, il faudrait pas qu'il tombe dans la boulimie du pouvoir. Voilà, justement, peut-être, bon, au-delà de la boulimie, c'est vrai que il faudrait pas qu'à un moment donné, que même dans son
camp, qu'il soit vu quand même comme celui-là qui veut instaurer des réformes, qui pourrait déranger le haut sommet pour dire, bon, il commence à être une épine dans les pieds. Je pense que ça, il faut pas qu'on tombe à ce niveau, parce que pour l'instant, il fait son travail, et d'aucuns même disent, il faut pas le féliciter. C'est ça un agent public, peut-être c'est nouveau chez nous, mais dans les autres pays, je pense que c'est quelque chose de banal, que un procureur qui prend la parole dans les médias, on disait non, il s'exprime beaucoup, sauf que dans les autres pays, les procureurs, ils le font. C'est parce que lui, il vient de donner le ton. Je pense que moralement, les Guinéens vont commencer à s'habituer à de telles pratiques de la part d'un procureur ou d'un ministre. Alors, sénateur, il faut rappeler les personnes qui sont dénoncées dans cette note du ministre Charles. Il s'agit de monsieur Mori Doumbouya, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, en sa qualité d'ordonnateur de dépenses à l'époque. Monsieur Richard Kamano, ex-directeur général du budget. Monsieur Fransadi Condé, ancien DAF au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Ismaël Condé, ex-ministre du Budget. Monsieur Mamadi Camara, ex-ministre de l'Économie et des Finances. C'est ceux-là qui sont dénoncés dans cette note du ministre. Il s'agit de 19 milliards de nos francs, tenez-vous bien. Il incrimine ces personnes. Eh bien, c'est à la justice de faire le travail. Le procureur général qui va saisir le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaloum, puisque c'est la zone géographique, la compétence. Et vous avez également suivi cette information, sénateur. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, cette démarche de Charles? Oui, je dis tout simplement ce que j'ai dit ici depuis plusieurs semaines. Lorsque, dans quelques années ou dans quelques décennies, on écrira l'histoire de l'intégrité guinéenne, Charles Wright occupera une grande partie de la couverture du manuel. C'est indéniable. Parce qu'en un mois, en quelques semaines passées à la tête du parquet de Conakry, de Conakry, et en un mois seulement à la tête du ministère de la Justice, ce sont des actes pratiquement historiques au regard de notre histoire, 63 ans d'histoire sociopolitique en Guinée. Ce qu'il a posé comme jalon au niveau du parquet de Conakry, c'est historique, et ce qui est en train d'être posé aussi comme réforme, comme action d'ailleurs à la tête du ministère de la Justice, c'est tout simplement historique. Alphonse l'a dit, il est en train de changer la physionomie, les rôles et les fonctions même du ministère, du département de la Justice en Guinée, parce que c'est un miroir. Le département de la Justice en Guinée, c'est un miroir. Donc, je félicite comme tout le monde. Il faut féliciter, il faut s'en féliciter. Maintenant, ce qu'il faut dire sur cette liste, il y a un quiproquo. Il s'agit de quel Ismaël? Ismaël Condé ou Ismaël Dioubaté? De quel ministre du budget? Je comprends pas, parce que sur le communiqué de Charles Wright, on dit Ismaël Condé. Mais moi, je sais, Ismaël Dioubaté était le dernier ministre du budget d'Alpha Condé. Alors, de qui il s'agit? Exactement. Là, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Et deuxièmement, ce qu'il faut dire, il faut signaler l'apport de Charles Wright dans la facilitation des choses normalement commises à Ali Touré pour l'instant, aujourd'hui, selon le contexte actuel des choses. Charles Wright instruit à la Cour d'appel de Conakry de poursuivre des anciens commis de l'État pour détournement, 19 milliards, alors qu'il y a une cour de répression des infractions économiques et financières. Donc c'est bien, parce que ça décentralise les choses, ça accélère aussi les procédures de ce côté-là. S'il faudrait attendre, alors qu'on a un procès à organiser en un temps record, s'il faudrait attendre l'instruction d'Ali Touré, les poursuites du parquet spécial de la CRIEF pour avoir les anciens ministres de ce dossier-là, ça allait prendre du temps et ça allait porter un préjudice sur donc le calendrier de ce procès projeté. Et donc c'est bien, il faut relever aussi cette décentralisation, parce que le ministre de la Justice actuel vient renforcer ainsi les poursuites qui, jusque-là, selon les attributions de la CRIEF, étaient donc dans les dossiers et dans les escarpets de la CRIEF. Donc, globalement, moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Il faut féliciter Charles Wright. Il faut surtout l'encourager. Et le jour où, vous l'avez souligné, le jour où il arrivera dans une posture de contradiction avec ses propres patrons, parce que le pouvoir, on ne sait jamais, et il faudra, je lui conseillerais le jour-là d'apporter et d'adopter la posture d'un Gassama Diaby, parce que lui aussi était ministre au sein même d'un système qui dénonçait le système. Gassama a été un ministre qui n'était pas dans la ligne gouvernementale. C'est le seul ministre que je connaisse, le seul ministre opposant d'un gouvernement. Le ministre qui assiste à un conseil des ministres, qui derrière pose des actions contraires même aux conclusions du conseil des ministres. Donc, le jour où
Charles Wright se positionnera ainsi face à ses patrons, je vais parler de la junte militaire, le jour où ses actions vont rentrer dans un cadre de dérangement de la junte au pouvoir, il n'a qu'à adopter donc la posture de Gassama et ça sera salutaire. Le peuple observe, le peuple n'est pas dupe. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population guinéenne est derrière des partis politiques qui, les partis politiques, ils n'apprécient pas la gestion de leur formation politique et leur conduite, leur moralité vis-à-vis de la République. Mais il y a des Guinéens, ils ne sont pas nombreux, il y a des Guinéens entre guillemets intelligents, neutres et vigilants sur l'évolution du pays, qui ont choisi la neutralité, qui ont choisi d'apporter leur expertise, leur expérience et leur conduite citoyenne, leur conduite civique à la République. Il y a ces Guinéens-là qui observent des hommes intègres comme Charles Wright, comme le barreau de Guinée, comme beaucoup d'autres entités et de personnes en République de Guinée. Et je crois que c'est salutaire. Et Babila, cette dénonciation, hier on en parlait et cette fois-ci c'est une autre liste qui sort. On a comme l'impression qu'il savait déjà, il avait ces informations et il vient et tout de suite il passe à la vitesse supérieure. Allez, c'est si vous voulez, je dirais que c'est un diagnostic qu'il a posé. C'est ce que d'autres ministres peut-être n'ont pas réussi à faire dans leur département. Je l'ai dit ici il y a quelques jours, quand vous entrez dans une maison que vous n'habitiez pas par le passé, eh bien, il faut tout de suite chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut déterminer le contenu, il faut faire une analyse documentaire, tous les dossiers qui sont dans le bureau, il faut les étudier, il faut faire un diagnostic administratif et tout, pour se rendre compte de la réalité des choses. C'est ce que Charles est en train de faire aujourd'hui, c'est une capacité managériale, c'est une capacité de gestion qu'il fait montre aujourd'hui au sein du département de la justice. Moi, je salue vraiment cette démarche. Il faut questionner la gestion antérieure. Cependant, je m'interroge par rapport justement à la responsabilité de toutes ces personnes qui sont citées dans ce courrier, dans cette instruction aux fins de poursuite judiciaire de la part du ministre Charles Wright. Je parle notamment du ministre de l'économie et des finances. Et également, jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel ministre, comme chose l'a dit, sénateur l'a dit, on connaît un ministre, Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget sous Alpha Condé, un autre ministre, Ismaël Djoubaté, même Ismaël Condé, je n'en connais pas. Parce que si on se trompe... Il a été directeur national du budget avant de devenir ministre. Ismaël Condé. À l'époque où Djaré était ministre des Finances. Voilà. Donc, est-ce qu'en ce moment, il y a eu un budget, il y a un travail pour nous de remonter le temps pour aller, n'est-ce pas, à l'époque de se nommer Ismaël Condé, si, naturellement, la loi des finances ou le budget, à l'époque, prévoyait, n'est-ce pas, ce financement dans le cadre de l'organisation des procès, du procès des massacres du 28 septembre. Moi, je me dis que ça n'a pas été le cas avant, n'est-ce pas, le temps d'Ismaël Djoubaté, mais puisque son nom n'apparaît pas, on va se passer de cela. Je m'interrogeais tout à l'heure sur la responsabilité de ces personnes qui sont citées dans ce document. Je parle notamment de l'ex-ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara, et de se nommer justement ministre du budget, Ismaël Condé, dont on parle, mais aussi du directeur national ou du directeur général du budget, Kamano, leur responsabilité dans cette histoire. Pourquoi? La loi des finances, quand elle est adoptée, chaque département reçoit sa subvention. Chacun a son compte. On est d'accord? Et la loi, la LOF, dont on évoquait il y a quelques jours, confie la responsabilité, la gestion, n'est-ce pas, du budget de chaque département à l'ordonnateur principal du département en question. Djiba Milimono, ministre de la Justice, est le seul responsable du budget, n'est-ce pas, de l'exécution, est l'ordonnateur principal de l'exécution du budget de son département. Kabs, ministre de la Jeunesse, est l'ordonnateur principal, n'est-ce pas, de son budget en tant que ministre de la Jeunesse. Et donc, chaque département a sa ligne de crédit dans le budget national. Après l'adoption de la loi des finances, chaque volet, quand vous regardez, vous verrez à chaque département, il y a une ligne de crédit qui est accordée à chacun des départements ministériels. Et chacun a l'autonomie et toute la responsabilité, toute l'autorité en tout cas, de procéder aux dépenses, au décaissement
conformément, n'est-ce pas, aux lignes, aux objectifs qui sont assignés dans le budget, qui sont assignés au département dans le budget. Et cela sous l'œil vigilant, sous le contrôle de celui-là qu'on appelle le contrôleur financier. Eh bien, quand l'ordonnateur principal ordonne le décaissement d'un montant pour X ou Y raison, c'est au contrôleur financier d'examiner, n'est-ce pas, le mobile du décaissement et se rassurer également de la conformité par rapport au budget, c'est-à-dire à la ligne à laquelle le décaissement, c'est-à-dire est tiré et ça va être orienté. Tout cela est déterminé dans la loi des finances. Alors, comment se fait-il que le budget du ministère de la Justice... dans la loi des finances, dans le règlement général de la gestion budgétaire. Pas la loi dans le règlement général, mais je parle cette fois-ci, c'est-à-dire de l'exécution. C'est-à-dire c'est dans la loi des finances. Vous verrez dans la loi des finances les dépenses et services, vous verrez le personnel, les dépenses du personnel, vous verrez les dépenses du transfert, également les dépenses, les financements extérieurs. Et donc, ce qui est destiné aux dépenses, aux biens et services, par exemple, s'il y a un montant d'1 milliard, les biens et services dont on parle, moi je me dis que ce montant, les 19 milliards dont on parle, c'est dans le cadre de ces biens et services. Et donc, c'est à l'ordonnateur principal, qui ordonne le décaissement pour X ou Y raison. Et donc, quand cela, lui, il estime le document, il fait le document pour le décaissement, le contrôleur financier doit l'examiner par rapport à la conformité, par rapport au respect des principes. Est-ce que c'est une dépense qui a été engagée? Est-ce que c'est une dépense qui a été engagée? En bonne et due forme. Est-ce que le crédit dont on parle est consacré dans la loi des finances? Et donc, ce sont des questions. Quand c'est comme cela, dit Bamili Mono, la seule personne à qui il faut imputer, en tout cas la responsabilité. L'une des personnes. Oui, voilà, l'une des personnes. L'une des personnes. Peut-être on va dire 2 personnes, mais la principale personne en tout cas qui est concernée. Tant que l'ordonnateur principal ne donne pas son visa, le contrôleur financier, ni le comptable, aucun d'eux n'a l'autorité de procéder à un quelconque décaissement. Donc pour dire que tout part d'abord, celui qui lève le pied, n'est-ce pas, sur l'accélérateur, c'est bien l'ordonnateur principal devant, n'est-ce pas, l'autorité judiciaire, parce que sa responsabilité est engagée par la loi des finances, la loi organique sur la loi des finances. Et donc, sa responsabilité est au premier niveau. Et donc, la responsabilité du contrôleur financier, c'est au second degré. Et en troisième lieu, c'est le comptable public qui est là. Le comptable public qui est là, lui aussi, constatant l'irrégularité dans certaines procédures comptables, eh bien, malgré le fait que le contrôleur financier ait donné son visa, malgré le fait que l'ordonnateur principal ait ordonné le décaissement, le comptable public, constatant des irrégularités, constatant l'inconformité en tout cas de certaines démarches, il peut refuser de décaisser, parce que c'est le dernier maillon en tout cas dans le décaissement. C'est lui qui sort l'argent. Il peut refuser. Il peut renoncer. Donc, pour moi, il faut vraiment investir. Il faut encercler le ministère de la Justice. Il faut, en tout cas, circonscrire cette histoire au niveau du ministère de la Justice. Je pense, de mon point de vue, qu'en aucun cas, on doit... disons, incriminer ou accuser, ou on doit faire référence à un ministre de l'économie et des finances ou à un ministre du budget par rapport à l'exécution du budget qui a été déjà consacré par la loi des finances au ministère de la Justice. C'est une manière de rappeler peut-être au ministre, nous saluons ce qu'il est en train de faire. Le ministre Charles, nous saluons ce qu'il est en train de faire, mais encore une fois, il faut circonscrire la situation pour, n'est-ce pas, interroger ces gens-là. Si, par exemple, s'il se trouve qu'ils ont sorti de l'argent, peut-être pour graisser certaines personnes hors, n'est-ce pas, du circuit du ministère de la Justice, ça aussi, il faut déterminer. Mais pour l'instant, de mon point de vue, je ne pense pas vraiment que le directeur général du budget, que le ministre de l'économie et des finances ou que le ministre du budget soit concerné
par l'exécution. Normalement, c'est mon point de vue. Sur la liste, il y a complicité. Et le chef d'accusation, il y a complicité. C'est qu'il faut dire. C'est mon point de vue. L'ordonnateur principal des dépenses publiques, c'est le ministre. Et le contrôleur financier, et le contrôleur financier qui est là, c'est les yeux et les oreilles du ministère. Laissons la justice dédouanée. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Il ne faut pas généraliser. Le budget de l'État, c'est le ministre de l'économie et des finances. Quand on dit le budget dans sa globalité. Mais c'est l'ordonnateur principal du budget de l'État, dans sa globalité. On est d'accord. Mais spécifiquement, quand on prend chaque département individuellement pris, chaque ordonnateur, on ne peut pas. Vous savez, le dossier Nabayagit, pourquoi Ismaël Dioubaté, à un moment donné, c'est parce que c'est lui, c'est le payeur. Voilà. C'est lui. Maintenant, et pour que le montant a été décaissé, la ligne, elle est là. Oui. Vous avez l'ordonnateur principal, vous avez celui qui décaisse. Ça part au niveau du trésor public, ça vient à la banque centrale, et l'argent sort. Le chèque qui est sorti, jusque-là, il n'y a aucun document qui le justifie. Toi, tu as fait la lecture. Attention, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je ne veux pas te laisser ça. C'est le ministère de l'économie et des finances qui donne le dernier cachet. Diba, toi, tu as lu la LORF au même titre que moi, ainsi que CABS. Peut-être mon ami Mara et Alphonse. Il y a eu la LFR aussi. Non, la LFR, ça c'est la loi des finances. Mais là, oui, attends, tu dois comprendre. La LFR, c'est la loi des finances qui est votée chaque année. Mais la loi, la LORF dont on parle, la loi organique, c'est ce qui détermine les conditions d'emploi. Donc en clair, du budget. En clair, on doit la responsabilité. Je le dis encore une fois. Même les DAF dont on parle aujourd'hui, nulle part dans la loi organique sur la loi des finances, sur la gestion des budgets de l'État, les DAF ne sont mentionnés. On ne parle, François Riconde dont on parle, il était DAF. C'est des gens qui se sont enrichis. Les DAF, les 518, il y a beaucoup d'entre eux qui se sont enrichis, alors que la loi des finances, la loi organique sur la loi des finances qu'on appelle la LORF, ne reconnaît même pas la fonction de DAF. Nulle part dans la LORF, nulle part dans le règlement général sur la comptabilité, tu ne verras mentionner la fonction de DAF. Nulle part. Oui, ça on le sait déjà. Donc, c'est le contrôleur financier et l'ordonnateur principal. Encore une fois, je dis, il faut interpeller, n'est-ce pas, le ministre au moment des faits, également le contrôleur financier, parce qu'on ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez. Oui, dans les départements, il faut qu'on questionne les responsabilités. On parle des DAF, on parle des ministres, mais on ne parle jamais comptable public, le contrôleur financier, oui, je finis. Il faut questionner leurs responsabilités parce que il est dit même dans le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique que toute dépense qui n'est pas visé par le contrôleur financier est nul et de nul effet. Voilà. Il faut son visa pour tout ça et je suis d'accord qu'il faut questionner leurs responsabilités parce que ce sont les corps de contrôle de l'État, en plus de la Cour des comptes qui fait le contrôle judiciaire au niveau de l'État. Maintenant, il faut rappeler quand même, hier, j'ai oublié de te dire, il s'agit bel et bien d'Ismaël Dioubaté parce que le truc a été rectifié. Je voulais le préciser. On m'envoie une information pour précision, on dit c'est bien. Ismaël Dioubaté, ancien ministre du budget. Je voulais préciser, j'avais dit qu'il y a eu un Ismaël Condé sous Alpha Condé qui a été ministre du budget. C'était le Condé qui a été ministre du budget sous Alpha Condé n'était pas Ismaël. Il a un autre prénom. Voilà. Et ça, il faut rappeler, c'est Ismaël Dioubaté. Ça avait été rectifié déjà puisque c'était une erreur à leur niveau de saisie. Oui, rapidement avant de partir sur une autre sujet. En termes de complément, il y a deux réflexions quand même qu'il faille soulever. La première réflexion, au-delà de toutes ces actions qui sont en train d'être menées, c'est pour l'organisation du procès. Et là, on est en juillet, et selon le colonel, il faut le faire avant le 28 septembre à venir. Est-ce que le délai maintenant est tenable pendant qu'on n'a même pas encore récupéré l'argent? On n'a pas, même, il faut pas parler d'argent. On n'a pas de bâtiment et la logistique, tout ça s'ensuit. Quel est le plan donc que le ministre de la Justice a pour respecter ce délai-là? Peut-être il y a la cour d'appel, le siège de la cour d'appel. Mais voilà, une communication dans ce sens-là est importante. La deuxième chose, on est en train aujourd'hui de parler des prouesses, de l'envie, du dynamisme de Charles. Si cela est possible, c'est parce que derrière, il y a une volonté politique quand même, qu'il faille dire, du CNRD, qui lui donne cette
cette possibilité de le faire, parce qu'avant, il y a certaines personnes, même s'ils le voulaient, c'est qu'au sommet de l'État, on ne leur permettait pas. Et au-delà de ces dénonciations, également, c'est cette liste Babila, 268, il parle de 268 agents postés qui reçoivent leur salaire, mais qui ne servent à rien, qui ne travaillent pas. Voilà, le temps est en train de me donner raison. Il y a quelques jours, je parlais de ça. J'ai dit, il y a plus de fonctionnaires chômeurs aujourd'hui que de fonctionnaires en service. Je l'ai dit ici il y a quelques jours. Eh bien, l'administration, c'est une des réalités. C'est un fait incurable aujourd'hui au sein de l'administration publique guinéenne. On n'arrivera pas, en tout cas pour l'instant, à corriger cette situation. Pourquoi? Attention, Mara. Pourquoi? Il faut une volonté. Il faut une volonté. Est-ce qu'il y a bien une volonté de vraiment d'assainir le fichier du personnel de la fonction publique à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a une volonté? Il y a des gens qui ont été engagés à la fonction publique en 2013, 2015, 2016, 2017 et même en 2019, dont la date de naissance, c'est 1960 ou 1900 tout court. Vous allez voir ça. Et vous savez pourquoi? C'est le premier à bondir sur le matricule à la publication qui automatiquement pourrait récupérer. Djiba Milimono, on met ton nom, tout de suite tu as intégré la fonction publique, eh bien les filiations, on ne les met pas. On met Djiba Milimono 1960 ou 1900 tout court. Moi je peux venir que sur Djiba Milimono pour fournir, il faut venir après pour fournir le fond des dossiers. Vous avez suivi Koli qui a fait des dénonciations par rapport à la vente des matricules à la fonction publique. Et donc c'est des situations, aujourd'hui, c'est une réalité qui vraiment est connue de tout le monde au sein de la fonction publique, de l'administration publique. Avant de passer, il a parlé de Koli. Moi quand même, je suis très déçu du CNRD quant à la situation de Koli. Koli est ce citoyen qui a dénoncé dans tous les médias cette malversation au sein de la fonction publique. Le CNRD vient avec cette ambition de refonder l'État, mais Koli et ses dossiers sont mis de côté. Il a été mis à contribution à un moment, parce que moi, il y a un haut commis qui m'a demandé, il a été consulté. On avait imposé la question au ministre de la fonction publique. Il dit oui, il y a une possibilité de collaboration. Il y a un haut commis qui m'a demandé le numéro de Koli, je lui ai transmis, à l'époque, pensant vraiment qu'on allait l'employer pour aider le CNRD à assainir le fichier du personnel de la fonction publique. Mais très malheureusement, quand il y a ces actions comme cela, Djiba, tu le sais, on fait des dénonciations, on fait semblant de vouloir corriger le mal, et après, dès que l'atmosphère se stabilise, automatiquement on passe à autre chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas que le ministère de la Justice. À un moment donné, le secrétariat général du gouvernement, il y avait plus de 350 personnes. 350 personnes comme personnel du secrétariat général du gouvernement. Toutes ces 350 personnes, pour quelle fin? Pour quelle fin, Djiba Milimono? Allez-y voir dans chacun des départements ministériels, Djiba. Mais c'est des centaines et des centaines de personnes. Mais n'oubliez pas aussi que le 5 septembre, nous apprenons que le 5 septembre, jusqu'au lendemain, il y a au moins plus de 5000 personnes qui ont intégré la fonction publique. Ce n'est pas pour autant... Ça a été dit. Ça ne justifie pas. Djiba, voyez, par exemple, la dernière décision de l'actuel ministre de la fonction publique pour amener certains fonctionnaires à la retraite. On a donné combien on a donné 6300 personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Et ça aussi avec des erreurs. Est-ce que vous savez que sur les 6000 et quelques, il y a 2000 et quelques qui sont retournés, qui ont été renvoyés, c'est-à-dire qui ont été envoyés à la retraite alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge limite ou en tout cas des spécificités, notamment des professeurs de rang magistral dans les universités qui doivent aller au-delà de 60 ans. Certains d'entre eux avaient été mis à la porte et finalement il fallait leur rappeler. Et donc il y a eu des erreurs, au ministère de la Sécurité, monumentales. Au ministère de la Sécurité également, il y a plus de 200 personnes qui ont été injustement envoyées à la retraite. Il y a toutes ces situations. Donc ces gens-là sont revenus dans le circuit. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit après l'appurement là qu'il va y avoir un recrutement. Il n'y a pas eu ce recrutement. Sauf que les gens ne savent pas.
il y avait des milliers de fonctionnaires qui ont intégré la fonction publique, qui perçoivent chaque fin de mois leur salaire, mais qui n'ont jamais été postés au niveau des 14 000, on parle de 14 000. Ministériels. On parle de 14 000 Et il y en a, agents. au-delà de cela, les fictifs également. Je me au sein demande de la fonction réforme du publique. ministre de la fonction publique. la Aujourd'hui, question. où en sommes-nous? Les fictifs, c'est-à-dire, Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est de ça que je veux parler, moi. Diba, non seulement il y a ce nombre-là qui se promènent, ils sont des commerçants, il y en a qui sont à l'extérieur, des Guinéens, Pour de la abandonner le poste, diaspora, oui. de la diaspora, non, ils n'ont jamais été postés, qui viennent de la diaspora, qui démarchent ici, qui déboursent de l'argent pour intégrer la fonction publique. Après intégration, ils retournent à l'extérieur et leur salaire est viré mensuellement sur leur compte. Il faut voir également, je pense, il faut questionner les directeurs des ressources humaines des différents ministères. C'est là le problème. Diba, C'est là le problème. parce qu'aujourd'hui, à la fonction Cette publique, complicité, il c'est y a là. un lot de fonctionnaires qui est viré, il y a un autre lot de fonctionnaires qui est payé au biétage. Et c'est là la complicité des DRH, des directeurs des ressources humaines, parce que tous ceux qui sont au biétage, non seulement c'est dans ce lot qu'il y a des fonctionnaires fictifs, c'est dans ce lot qu'il y a des fonctionnaires non postés qui ne viennent jamais là-bas, mais qui disent, monsieur le directeur, quand mon salaire arrive, mettez-moi, si c'est 2 millions par exemple, mettez-moi 1,5 million sur mon numéro Orange Money, et les 500 000, vous prenez ça. Donc il y a ces accords-là entre certains directeurs des ressources humaines et certains fonctionnaires. Et le cas des fictifs également, Guiba Milimono, je le dis et j'insiste là-dessus, normalement, s'il doit y avoir un recrutement, cela doit s'annoncer officiellement. Mais il y a eu des recrutements officieux dans ce pays. Vous allez voir des listes de 100 personnes intégrées à la fonction publique, 100 départements. Ils sont à leur intégration, ils sont au compte du ministère de la fonction publique. Avec le temps, on les ventile entre les différents départements. Ils n'ont pas de place, rien, et ils continuent de percevoir leur salaire. L'autre fait qui a augmenté cela, c'est quoi? C'est l'avènement du 5 septembre. L'avènement du 5 septembre, avec ces anciens cadres qui ont été démis de leurs fonctions, ils sont plusieurs qui ont été enlevés à leur poste, qui n'ont pas de bureau. Vous voyez les départements, il n'y a même pas où vous trouverez 10 personnes dans un même bureau. Et donc, beaucoup ont été renvoyés. Tous ces gens-là qui ont été démis de leurs fonctions, qui avaient, n'est-ce pas, ou qui ont une certaine maîtrise de leur département, qui ont une certaine expérience, ces gens-là ne sont plus associés à la gestion. Ils sont à la maison et ils continuent de percevoir leur salaire, alors qu'il y a de nouvelles têtes qui sont venus grossir voilà, juste, les rangs et d'autres qui du sont personnel de la annoncés, fonction publique. et d'autres qui sont annoncés, je pense que c'est une pagaille totale. Et au niveau du ministère de la Justice, sénateur, 268 personnes, et le ministre demande à ce qu'ils se présentent plus tard le 2 août, avec leur dernier bulletin de paie et leur acte d'affectation, pour savoir est-ce qu'il y a des cas de fictifs et tout ça. Oui, au niveau du ministère de la Justice, Charles Loigne peut canaliser ça. C'est une petite fuite, ça, il peut le faire. Mais moi, la déception que je prouve vis-à-vis du CNRD, de tous les chantiers entamés, c'est celui de la fonction publique, que le CNRD a délibérément laissé comme ça. Moi, je connais beaucoup de ministères, beaucoup de ministres de du budget, de la fonction publique qui sont succédés ici, qui sont venus avec une menace de coup de balai. Nous allons assainir, nous allons procéder au recensement. De la modernisation de l'administration, la biométrisation, pourquoi ça se tarde de temps? Qui a mis le pied dessus? Ça ne se produit jamais, ça ne se réalise jamais. Pourquoi la biométrisation de l'administration publique guinéenne tarde encore à être effective? C'est ça le problème. Le CNRD est venu avec un discours vraiment avec une assonance remarquable. Nous sommes venus dépersonnaliser la chose publique. Ça c'est bien, mais ça ne passe pas seulement par la CRIEF avec ces dossiers de patrimoine bâti et non bâti. Il faut questionner le fichier de la fonction publique guinéenne. Et la volonté, s'il y a la volonté politique au niveau de la justice, au niveau de l'économie, la véritable volonté politique, c'est à ce niveau qu'elle manque. Il y a un manque criard de volonté politique la masse salariale, au niveau de l'assainissement. Elle est trop immense. Il y a un principe. Si vous assainissez le fichier, vous perdez beaucoup. Le réseau mafieux perd beaucoup. Alors, il faut se poser la question, est-ce que le CNRD est branché à ce réseau mafieux? Moi, je dis oui. Si c'est non, il faut balayer. En tout cas, oui, c'est une question qu'il faut poser. Si on n'a pas de responsabilité, si le fichier est assaini, le réseau tombe. Au niveau des pensions. Le réseau tombe. Mais alors, qui entretient ce réseau? Si le CNRD n'est pas branché à ce réseau mafieux, c'est facile de faire ce recensement. C'est facile de biométriser la fonction publique. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi c'est pas effectif? On va revenir tout à l'heure dessus, on va marquer une course pour sans compter les cas de double emploi. Et le ministre de la fonction publique avait donné une date pour dire
Si vous ne vous présentez pas, eh bien, vous serez tout simplement radié. Mais Dis-moi, moi, je suis enseignant. On ne sait pas date. Moi, je suis enseignant. Je vous dis, dans le secteur de l'éducation, là-bas, c'est autre chose. Vous avez des enseignants qui ont 15 ans de carrière dans l'enseignement public, qui n'ont jamais mis pied dans une classe, dans une salle de classe d'une école publique. Voilà. Jamais. Et pourtant, le ministre de la fonction publique avait brandi des menaces. Et à date, on ne sait pas. Le ministre d'exécution, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des cas de personnes présentes ont été intégrés dans le fichier. En fait, ils ont corrompu le fichier. Le ministre a fait une liste de personnes ne s'étant pas présentées au bout du délai annoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a intégré dans ce fichier de personnes à éliminer des cadres présents. Ce qui a fait que le ministre s'est retrouvé à mettre à l'écart des cadres en fonction. Et ça fait que le fichier aujourd'hui, le ministre a été contraint de reprendre encore, parce que le mécanisme est repris. D'accord. Ces cadres-là sont en fonction. Ils sont on va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant avec nos invités du jour et poursuivre le débat sur cette question qui revient le plus souvent dans nos thématiques. À tout de suite. En juillet, Espace TV, faites la musique. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde.
Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média.
Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs.
Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Vous l'avez compris, merci de nous rejoindre dans la seconde et dernière partie de cette émission Espace Expression. Nous survolons l'actualité avec nos chroniqueurs du jour et les invités de parcours. Eh bien, vous pouvez réagir à la fin de cette émission au 628 65 65 628 69 69 sur cette manifestation annoncée par le Front National pour la défense de la Constitution. Quelle opportunité? Qu'est-ce que cela vous inspire? Quel message apporter? Nous voudrions connaître le fond de vos pensées. Eh bien, on va vous donner la parole à la fin de l'émission. Le secteur bancaire a connu des perturbations depuis quelques jours. La raison, un bras de fer qui oppose ces institutions bancaires aux opérateurs économiques. Il s'agit d'une affaire de convention de prêt non remboursée devant la justice pour le dossier African First Bank. Eh bien, nous tenterons de comprendre tout cela avec leur droit de réponse. Un bras de fer avec l'opérateur économique Elhaj Mamadou Diouf Diallo, qui est à la tête de SACA, cette entreprise, et qui est aujourd'hui à couteau tiré avec African First Bank pour en parler. Nous aurons comme invité Maître Michel Diakité, avocat African First Bank, et Monsieur Mourane, qui est le directeur réseau marketing de African First Bank également, qui sera avec nous sur ce plateau. Mais bien avant, on revient avec vous, Caps, le cas de ces non postés au niveau du ministère de la Justice. Mais voilà, pour revenir sur ce sujet-là, Djiba, ce qu'il faut préciser, c'est que l'heure est au diagnostic au niveau du ministère de la Justice. Vous savez, quand un nouveau cadre vient d'arriver dans un département, il fait un certain nombre de diagnostics pour comprendre la gestion antérieure, ce qui est fait, etc., pour pouvoir décliner sa vraie orientation. Et c'est dans cette logique aujourd'hui que le ministre Charles Wright est en train de comprendre un certain nombre de choses et beaucoup d'interrogations chez lui aujourd'hui. Donc, c'est qu'il a amené justement à se poser ces mêmes questions, parce qu'il a dû constater qu'il y aurait un problème de personnel au niveau de certaines directions de son département. Donc, pour lui, c'est quelque chose qu'il fallait rapidement rectifier, ce manque de personnel au niveau de certaines directions du ministère de la Justice. Et c'est dans ce travail-là qu'il finit par se rendre compte qu'il y a jusqu'à 268 cadres qui sont non postés, mais qui continuent à bénéficier de leur salaire au niveau de son département-là. Et donc, justement, la bonne logique voudrait qu'il agisse comme il est en train de le faire, en demandant à ces gens-là, vous avez désormais jusqu'au 2 août pour pouvoir vous présenter, non seulement avec votre acte d'affectation, mais également avec votre dernier bulletin de salaire. Donc, tous ceux-là qui n'obéiraient pas à cette demande-là seront vus comme étant, non seulement comme étant des fictifs, et ils s'exposent à des sanctions qui s'y est. Donc, c'est quelque part aujourd'hui pour dire que c'est vrai, on sent que c'est quelqu'un qui est dans une vraie dynamique de travail. Et c'est justement la vraie interrogation à se poser pour dire où est-ce qu'on en est avec justement ce travail qui était élaboré, les réformes qui étaient annoncées par le ministère de la Justice vis-à-vis de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes de la Guinée, encore une fois, c'est cette question de ressources humaines. Et la fonction publique, on a tout le temps dénoncé aujourd'hui cette manne financière, ce détournement de fonds, parce que c'est des cadres qui perçoivent des salaires, qui ne travaillent pas, des fois qui ne sont même pas en Guinée, qui sont là sous complicité de certains directeurs des ressources humaines, parce que sans les directeurs des ressources humaines, cela est impossible. Et donc justement, encore une fois, tout ce qu'il faut dire pour que nous puissions sortir de là, la solution, elle est connue et elle est simple. Mais elle ne peut pas être mise en œuvre pour la simple raison que ceux-là qui sont censés, il y a des intérêts menacés. Et justement, c'est pourquoi ça demande une vraie volonté politique. Et aujourd'hui, encore une fois, cela doit être une des priorités absolues du chef de l'État lui-même, qui doit directement veiller sur la mise en œuvre ou sur l'assainissement de ce fichier de la fonction publique. Et c'est pourquoi, encore une fois, il serait important que nous entendions à nouveau le ministre de la fonction publique pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi les réformes qu'il a menées ont du mal encore à aboutir? Est-ce qu'il y a des groupes d'étranglement quelque part? Est-ce qu'il y a des groupes d'intérêts qui sont menacés? Est-ce qu'il y a des pieds sur certains fils quelque part? Est-ce qu'on l'empêcherait peut-être d'aller au bout de sa démarche-là? Qu'est-ce qui coince? C'est quoi les couacs? On fera tout pour l'avoir dans cette émission. On fera tout pour avoir le ministre de la fonction publique sur ce plateau pour comprendre véritablement le problème. Et on s'intéresse à cet autre sujet. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat avec l'équipe du jour. Radio Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs. Oui, merci de nous rejoindre dans votre émission Espace Expression.
on parle de cet autre sujet. Eh bien, la CRIEF, enfin, sa première condamnation est tombée hier. Eh bien, la main, elle a été dure pour beaucoup. Est-ce que c'est en phase avec ce qui est mis en cause? 10 ans de prison pour Sidiki Silla, l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Et plus loin, et du mandat d'arrêt qui a été quand même le juge. Et l'amende aussi. Justement. Et l'amende, oh non, on poursuit. Le juge de la chambre de jugement de la CRIEF, Francis Kouza-Zoumanigui, a également condamné M. Sidiki Silla au paiement de la somme de 25 milliards 442 736 500 francs. Le juge a aussi validé la saisie conservatoire du montant incriminé évalué à 12 milliards 721 millions 368 250 francs. En plus, M. Silla, c'est pas tout, a été condamné par la CRIEF au paiement de 50 milliards à titre de réparation de tous les préjudices. Et on poursuit le chapelet de condamnation. Enfin, elle a ordonné la confiscation et la vente au profit de l'État guinéen de tous les biens, meubles et immeubles de l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle. M. Sidiki Silla, dont le domicile déclaré bâti se retrouve à Kobaya. Et ça, c'est tombé hier. C'est véritablement un message. Et beaucoup doivent trembler au moment où nous faisons cette émission, au moment où cette condamnation est tombée. Alphonse, un commentaire. Il faut féliciter la CRIEF qui a son premier procès achevé. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que la personne condamnée n'a pas participé au procès. C'est-à-dire, n'est pas présente sur le sol guinéen. C'est pourquoi dans le chapelet de condamnation, il y a ce mandat d'arrêt qui a été décerné contre elle. L'autre interrogation quand même qui ressort de cette condamnation, c'est qu'est devenu le président de l'institution de la Cour constitutionnelle, oui, de l'ordonnateur principal. Moi j'ai envie de me poser, ça je le disais tout à l'heure en off, les DAF ne sont pas ordonnateurs de dépenses dans les services où ils sont. Donc l'ordonnateur principal, quel est son sort? Est-ce qu'il y a un dossier qui a été ouvert contre cette personne? Qu'en est-il du contrôleur financier? Qu'en est-il du comptable? En fait, aujourd'hui, il y a toute cette panoplie d'interrogations qui demeure à la suite de cette condamnation. Mais cette condamnation, il faut la féliciter. C'est une première. On espère qu'il n'y aura pas de reproches en termes de forme ou de fond de dossier lié à ça. Et l'autre truc, c'est quand même cette saisie qu'ils ont fait sur le compte du monsieur, 12 milliards, c'est biens qui sont identifiés à Kobaya, immeubles et meubles, qui vont être reversés dans le portefeuille de l'État. Aujourd'hui, comment ce mécanisme va se faire? Est-ce que ces maisons ces biens seront mis en vente aux enchères afin de pouvoir les ramener dans le portefeuille de l'État, ou la saisie conservatoire va demeurer pendant une période pour voir s'il n'y a pas contestation afin de la ramener dans le patrimoine de l'État ou de la mettre en vente. Parce que la procédure n'est pas achevée. Il y a possibilité d'interjeter appel. Si aujourd'hui le condamné trouve un cabinet pour sa défense qui peut remettre en cause le verdict, ce serait une autre comment on dit ça, un nouvel épisode de ce mécanisme judiciaire. Et l'autre question que moi j'ai envie de poser, est-ce que les décisions de la CRIEF sont attaquables devant une autre cour? Parce que la CRIEF, c'est une cour spéciale. Oui, bien sûr. On a vu le cas Ismaël Dubaté avec la Cour suprême. Donc, qui a débouté le procureur. Est-ce qu'aujourd'hui, les décisions de la Cour, comme cette condamnation, peuvent être attaquées devant une autre juridiction? Toute cette question reste à poser. Et on espère que la personne incriminé va soit réagir par devers un cabinet ou va décider de rentrer, se mettre à disposition de la justice, ce qui est quand même très important. Il faut rappeler qu'il a été engagé à la fonction publique en 2013, et en 2013 il avait seulement un salaire de 2 373 789 francs, et quand même un tel salaire en 2013 et ces chiffres qui sont annoncés avec la justice, 12 milliards. Vous imaginez sur le compte d'un DAF. Le souci, c'est que ce n'est pas son compte salaire. Ça, il faut le préciser. Ce n'est pas forcément son compte salaire. Ou ça ne justifie pas, par exemple, qu'il ait détourné de l'argent. Donc, la justice, dans cette condamnation-là, a certainement prouvé que cet argent n'est pas le fruit de son travail, ou que la personne incriminée n'a pas pu justifier ses avoirs. Il a peut-être une entreprise, il peut bien avoir une entreprise qui justifierait l'acquisition des fonds. Il peut avoir des activités conjointes
avec une autre personne qui justifierait l'acquisition de ce fonds-là. Mais il faut d'abord que la personne concernée accepte de venir se présenter devant la justice, accepte de se faire défendre, de porter ses arguments pour justifier ses fonds, afin qu'on puisse le blanchir ou pas. Parce que à ce niveau-là, tout porte à croire que l'argent qui est là-bas a été pris dans les caisses de l'État. Non, la condamnation même est tombée. Oui, la condamnation est tombée et la question, normalement, ne devrait plus se poser. C'est vrai que si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas là, justement, c'est pourquoi il faut le préciser qu'il ne s'est pas défendu. Justement, et il faut rappeler qu'il n'est pas au pays, voilà, silence radio, il est introuvable, il faut le rappeler. Et en même temps, ce qui peut-être il ne faut pas oublier dans cette affaire, sur ses comptes, on parle de 9 milliards 331 79 899 francs. Et sur son compte, il a 2 comptes devises, selon la justice. Il y a 50 100 euros sur un autre compte. Et il parle de 292 699 $ sur l'autre compte. On parle d'un DAF. Voilà, d'un DAF quand même au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai vraiment envie de me poser la question. Si un DAF qui n'est pas ordonnateur de dépenses dans un département a ça sur son compte, imaginez. Allez-y savoir pour les gros poissons. Allez-y rapidement, on va joindre Baouri dans un court instant. Hier on devrait l'avoir. Aujourd'hui, on l'aura pour commenter l'actualité politique. Ce qu'il faut noter quand même avec les procès, c'est que les procès par contumace sont toujours sort avec leur épilogue. C'est toujours des verdicts beaucoup plus sévères que les procès en présentiel. Parce que les procès en contumace, il n'y a pas de circonstances atténuantes. On estime que la personne mise en cause ne respecte pas la justice et tout. Il y a ces facteurs aggravants qui font que les peines sont très 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 lourdes au niveau des procès en contumace. Maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est un message, comme vous l'avez dit, un message très 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 fort envoyé par la CRIEF déjà. Première condamnation, elle est vraiment costaud, elle est houleuse, elle est forte, et ce message aujourd'hui là, ça tombe dans des oreilles qu'on connaît, dans des oreilles parce que ceci là se retrouve dans le même scénario de beaucoup de personnes concernées aujourd'hui, visées par la CRIEF, notamment qui ont pris la fuite, qui ne veulent pas rentrer affronter la justice. Ça devient compliqué. Les procès, les procès par contumace sont sévères, faut le dire aux gens. Sans langue de bois, qui ne veut pas rentrer affronter la justice? Les procès par contumace ont toujours des peines très très lourdes et sévères. C'est compliqué. Maintenant, je vais revenir pour finir. J'avertis l'ensemble des citoyens guinéens qui sont hors du pays, qui sont visés par la CRIEF. Je rappelle seulement que les peines qui résultent des procès par contumace sont très sévères et très lourdes. Et donc, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose que je vais signaler rapidement, Djiba, c'est au niveau de l'échelle de la forfaiture. Un DAF peut prendre une condamnation lourde, aussi lourde que celle que la peine peut écoper, notamment celui qui occupe la primauté, le sommet de la pyramide de la chaîne de forfaiture. Ça n'a rien à voir. On peut être en bas de l'échelle de la forfaiture. Ça dépend ça dépend de la lourdeur de la complicité ou bien de la lourdeur de la teneur de l'acte posé. Maintenant, si on retrouve des milliers de dollars, des sommes pharaoniques comme ça sur les comptes en banque, il n'est pas dit obligatoirement, ce sont compte salaire seulement que la justice doit examiner. Voilà, et c'est pas obligatoire. On peut examiner l'ensemble des sources de revenus de la personne mise en cause. Et s'il se trouve que il est établi un écart, vraiment un grand écart entre son train de vie et ce qu'il doit légalement, normalement et licitement gagner, la condamnation ne doit même pas tarder, les juges ne tergiversent même pas là-dessus. C'est pourquoi, regardez les dossiers Kassori, les choses sont compliquées parce que ils ont géré par le passé. C'est Dalin aussi, c'est le cas de Dalin. Ça remonte à 2002. Si vous calculez ça, il peut effectivement se défendre. Il peut dire que d'ici de 2002 à 2022, 10 ans, j'ai mené beaucoup d'activités économiques, j'ai beaucoup de sociétés, alors que si là, lui, il a un compte, il a un autre compte, 2 comptes devises et un compte salaire, et en 2013, de 2013 à 2020, on ne peut pas, logiquement, être milliardaire comme ça. En 9 ans, milliardaire comme ça. Oui, c'est possible. Oui, pour l'instant, nous, on n'a aucun chiffre sur les comptes de ces personnes. Mais la justice, voilà, la justice, pour ceux qui vont venir après, c'est à la justice, aujourd'hui, de faire son travail sur ces dossiers-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai qu'on dit que la main n'a pas tremblé avec cette condamnation-là.
En même temps, comme on dit sur les juristes, lorsqu'une condamnation tombe, c'est pas la personne qui est sanctionnée, mais ce sont les autres qu'on sanctionne à travers lui, parce que lui déjà il a pu la disparaître, c'est dissuasif pour tous ceux qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité, même ceux qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. Je pense des choses comme ça peuvent arriver. Et le juge qui a pris la sentence, qui a prononcé la sentence Kova, est connu pour être quelqu'un de très strict. Oui. C'est un juge, il fait partie de cette catégorie de magistrats qui a longtemps été ségrégés pour des principes qu'ils ont. Et c'est quelqu'un... C'est vrai qu'on parle souvent de Ali Touré, mais voilà. Kova, moi je connais Kova parce qu'il m'a enseigné. Oui. C'est quelqu'un de très strict. Et il a longtemps été ce type de magistrat bafoué, mis de côté, exilé à l'intérieur du pays. Les magistrats intègres, c'est l'intérieur du pays. Mohamed Jawara et autres. En fait, aujourd'hui, ça permet quand même de ressortir que dans notre appareil judiciaire, il y a ces hommes-là qui ont fait ce sacrifice de ne pas tomber comment on va dire, dans les vices, qui ne sont pas tombés dans les vices, et qui aujourd'hui, quand même, à partir de la morale qu'ils ont représentée, parviennent aujourd'hui à donner une leçon de morale aux citoyens. Donc il ne faudrait pas que dans ce dossier, l'on remette en cause la moralité du juge, non. Ce juge est connu pour être quelqu'un de très strict. Voilà, vous l'avez compris, on a notre invité en ligne avec nous, Monsieur Bahouri, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Première question, puisque c'est l'actualité, le médiateur était à Conakry, Boni Yayi, qui a été désigné par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Finalement, beaucoup disent qu'il vient et il répare sans rencontrer les acteurs politiques, la société civile. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû le faire ou son agenda peut-être ne lui permettait pas? Merci pour la question, parce que ça mérite d'être précisé. Vous savez, le terme médiateur, on peut le comprendre et l'interpréter différemment. Mais en réalité, le médiateur de la CEDEAO est le fondé de pouvoir des chefs d'État de la CEDEAO qui envoient cet émissaire pour les représenter et discuter avec les autorités de la transition. C'est son rôle premier. C'est de faire en sorte d'être, disons, l'interface qui discute avec les autorités d'un pays et qui rend compte au sommet des chefs d'État des résultats qu'il aura obtenus. Donc ça, c'est la première mission du médiateur dit de la CEDEAO. Deuxièmement, le contexte du pays peut favoriser, en plus de cette mission, de faire d'autres missions de contact, d'échange, d'approfondissement pour étayer, argumenter les points de vue qui seront défendus et transmettre également aux chefs d'État de la CEDEAO le point de vue de certaines catégories socio-professionnelles et politiques. En ce qui concerne la Guinée, vous savez, on a pris du retard par rapport à la mise en force des discussions directes entre notre pays et l'instance régionale. Le médiateur actuellement, vu un agenda très court, dans une première approche, c'est de rencontrer les autorités. Maintenant, dans un second temps, je suis sûr, et lorsque le cadre de dialogue ou de concertation sera en place, ce sera l'occasion de rencontrer tous les acteurs sociopolitiques pour certainement échanger, expliciter les points de vue qui ont fait florès par-ci par-là. Moi, je pense que dans le second temps, le médiateur va rencontrer l'ensemble des autorités civiles, politiques, socio-professionnelles, et pour étayer, argumenter davantage le point de vue qui pourrait être déjà dégagé entre les autorités de la transition et la médiation. Voilà, allez-y, Caps. Voilà, alors, Monsieur Bahouri, donc, pour vous, ce que je peux comprendre, est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que ceux qui sont en train de jeter du discrédit sur Dr Yayi Boni ne comprennent pas, bien évidemment, comment fonctionne ou quel est le véritable rôle d'un médiateur? Et ça, c'est ma première question. La seconde, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette médiation, est-ce qu'elle pourra aboutir quand on sait qu'aujourd'hui, on est le 26 juillet et la date qui avait été donnée par la CEDEAO, c'est le 31 juillet, et donc on n'est qu'à 5 jours
ce délai-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de l'espoir vis-à-vis de ce délai-là, quand on sait aujourd'hui qu'il y a le FNDC qui est aujourd'hui appuyé et accompagné par une force, par une grande frange des partis politiques ou des forces vives de l'État, qui décident justement de pouvoir aller en manifestation à partir du 28. Quelle est votre grille de lecture par rapport à tous ces faits-là? Bien, vous avez évoqué beaucoup de sujets, mais premièrement, la médiation entre les chefs d'État de la CEDEAO et les autorités de la transition, je crois que ça évolue dans une certaine mesure sous de bonnes auspices, comme on dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à la situation que vous avez évoquée, je pense que on doit prendre en compte l'intérêt de notre pays, l'intérêt de permettre à ce qu'il y ait une entente et un accord fort entre notre pays et les instances aussi bien régionales qu'internationales, parce qu'il y va de l'intérêt de toute la Guinée. S'il y a blocage, s'il y a disons des événements qui font que cela n'a pas pu être possible, c'est toute la Guinée qui va payer un lourd tribut. Donc, en ce qui concerne les manifestations projetées actuellement, je pense qu'ils sont allés trop vite en besogne. Il fallait attendre d'avoir le point de vue, les conclusions de ce qui est en train d'être esquissé avant de s'engager dans cette voie. Si c'est la question de la durée de la transition qui est l'objet essentiel. Maintenant, les autres coalitions politiques qui se sont engagées dans cette brèche, vous savez, lorsqu'il y a quelque chose, chacun y va avec ses intérêts spécifiques. Et peut-être deux questions rapidement. Et au moment où quand même on parle de possible dialogue, de possibilité à dialoguer, on voit un agenda qui est sorti de la part de, on l'attribue au gouvernement. Est-ce que vous pensez tout cela peut aussi favoriser un peu l'ouverture d'un cadre de dialogue pendant que déjà le gouvernement est en avance sur des questions? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est cette manifestation. Quand même, c'est prévu dans nos dispositions légales qu'on puisse manifester si on n'est pas d'accord avec certaines choses dans un État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aussi reconnaître ce droit à ces entités? Bon, vous savez que constitutionnellement et même dans la charte de la transition, il est reconnu le droit le droit à la manifestation est reconnu. Maintenant, vous savez que dans un cadre quotidien de gestion d'un gouvernement, vous pouvez apprécier si cette action peut remettre en cause la sécurité nationale, et ce sont ces considérations qui peuvent amener un gouvernement à dire le principe est acquis, mais dans le contexte actuel, ceci n'est pas possible parce que, etc. Bon, ça c'est un point de vue sur le plan formel. Sur le plan maintenant de l'appréciation politique de l'outil de la manifestation, je pense que nous en avons une très longue expérience. Le pays a vécu dans des manifestations récurrentes pendant des mois et des mois avec toute cette cohorte de morts, de deuil. Donc, dans le contexte nouveau, je pense qu'il faut privilégier jusqu'à la dernière extrémité les possibilités de discussion et de dialogue pour régler les problèmes. Et c'est lorsque ceci n'est plus possible, dans les faits, c'est à ce moment-là que la manifestation peut être un recours. Mais comme on dit, vous ne pouvez pas utiliser le recours extrême lorsque vous êtes au début d'un processus. Cela veut dire qu'en ce qui concerne cette démarche, que ce serait prématuré et avec des conséquences négatives par rapport à l'intérêt de la transition, à l'intérêt d'approfondir le processus politique que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est un. Maintenant, par rapport à l'agenda que vous avez évoqué tout à l'heure, le chronogramme, vous savez qu'il faut que nous soyons réalistes. Nous avons eu 10 années, 11 années où nous avons barbouillé dans des confusions avec des fichiers électoraux, etc., etc. Nous savons que si nous devons aller à un retour à notre constitutionnel, il faut que les fichiers électoraux soient clairs, exhaustifs.
tout a été corrompu par le passé. Donc il faut se donner les moyens pour une fois faire les choses correctement. Et ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain. Donc ceux qui disent qu'il faut faire ceci rapidement, j'entends le même son de cloche que nous avions entendu en 2009-2010 et ça nous a obligés à raccourcir le processus, à ne pas proposer la constitution de 2010 à la voie référendaire. Et vous avez vu, c'est cette brèche. Ceux-mêmes qui disaient on n'a pas besoin de ça, ce sont ceux-mêmes qui, par la suite, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit cette constitution n'est pas valide parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une approbation populaire. Donc, soyons attentifs, tirons les leçons de ce qui nous est arrivé par le passé, quel que soit l'empressement, de tenir compte des réalités pour ne pas encore sacrifier les espoirs et les attentes de la population guinéenne. Voilà, allez-y pour la dernière question, sénateur. Oui, M. Baouri, parlant de cette manifestation, quand même, les textes, vous parlez de la Constitution et de la charte de la transition, les textes n'ont pas dit qu'il faut attendre et utiliser la manifestation comme dernier recours. Hein. Les textes sont clairs, vous voulez manifester, vous avez le droit de manifester. Maintenant, sur cette manifestation du FNDC, vous êtes clair, vous, c'est une récupération des politiques parce que tout simplement, ils ont leur champion, leur leader, c'est vous qui le dites, inquiété par la CRIEF. Est-ce que vous pensez pas que c'est trop dit? Sans oublier que vous aviez appartenu à un moment donné au FNDC. Oui. Le vrai problème, qui n'est pas dit officiellement, c'est seul le RPG qui a eu le courage de le dire et de le formuler officiellement. Ils veulent que la CRIEF cesse ses activités, que les personnes incarcérées pour détournement de deniers publics ou interpellées ou prises, parce qu'il faut respecter la présomption d'innocence, qui sont interpellées aujourd'hui, que tout cela cesse. Ça, c'est un point de vue qui est clair. Maintenant, il appartient à chaque organisation et à chaque citoyen d'apprécier objectivement est-ce que cela va dans l'intérêt du pays ou est-ce que cela va dans un sens contraire à l'intérêt national. Et donc, dans le contexte où nous avons eu, pendant ces 11 années du régime de M. Alpha Condé, la dynamique répression, comment on appelle ça, deal, chantage, menace pour obtenir des gains politiques ou des gains occultes, bon, cette mentalité domine aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle certains estiment en manifestant, on va faire pression sur les autorités, on va faire pression sur les, comment on appelle ça, le CNRD pour être plus souple par rapport à certains types de revendications. Lorsqu'on veut gouverner, lorsqu'on veut changer l'ordre qui a fait que pendant 6 décennies, la Guinée n'a pas bougé, il faut faire cela avec fermeté, détermination. Ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure manière de corriger les imperfections et d'inclure une nouvelle mentalité politique qui permettra demain à la Guinée de s'en sortir. Mais si on est complaisant, on est laxiste, on risque de sacrifier le présent et l'avenir. Le passé est déjà sacrifié. Donc, je dis aux uns et aux autres, faites attention. Par rapport au CNRD, par rapport au gouvernement, eux aussi, ils doivent faire preuve de proactivité, de ne pas traîner les pieds, de pouvoir communiquer avec la population pour dire à chaque étape où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils envisagent. Parce que le fait de se taire, le fait de ne pas dire... de s'enfermer quand même dans un silence total, c'est... Je pense que aussi, vous le dites bien, il faut que le CNRD aussi à son niveau puisse quand même, puisque communiquer, c'est eux qui sont au pouvoir. Bien sûr, parce que sinon, si vous ne communiquez pas et les autres communiquent, vous risquez d'être submergé par la communication de l'adversaire qui n'a pas intérêt à ce que votre point de vue puisse prospérer. Donc, de part et d'autre, il y a des insuffisances qu'il faut noter, mais il faut donner un cutus que l'action engagée aujourd'hui, elle est salvatrice pour l'avenir. Et de ce point de vue, que le gouvernement, que le CNRD fasse le nécessaire pour que les choses puissent être accélérées, pour que la population puisse savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait, que les difficultés soient cernées, pour qu'ensemble nous puissions envisager des solutions. C'est comme ça que nous pourrons faire en sorte que la transition sera concertée et que certains
critiques ou certaines contraintes ou certaines difficultés pourront être surpassées. D'accord. Voilà, Monsieur Bahouri, président de l'UDRG. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Restez avec nous, on reçoit nos invités au compte de Afriland First Bank pour leur droit de réponse. À tout de suite. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Cabs, Bangali Yansané, Alphonse Marat. Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de cette émission Espace Expression avec l'équipe au grain complet. On était avec le président de l'UDRG, Bahouri, vous l'avez compris. Et on l'a écouté, il part surtout des deux côtés, il faudrait qu'il y ait de la volonté de part et d'autre, et aussi éviter une récupération. J'ai envie de dire, quand j'écoute Bahouri, il y a Jean-Marie qui manque. Cet équilibre quand même que Bahouri parvient à trouver et à apprécier. De l'autre côté, il dit que c'est précipité de passer à la manifestation, qui quand même, à ses yeux, devrait être le dernier recours. Et de cet autre côté, il appelle le CNRD à ouvrir la voie à la communication. Parce que si aujourd'hui, cette crise est en train de prendre de l'élan, c'est parce que le CNRD s'est embarqué dans un silence, s'est renfermé sur elle-même. Le Premier ministre avait ouvert la voie à un dialogue. Ce dialogue, aujourd'hui, on ne sait pas de quelle nature elle va être ou à quoi elle pourrait ressembler. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait même un souci de définition des termes. Le Premier ministre parlait de dialogue, le ministre de l'administration parlait de concertation. On ne savait pas qui tenait le volant, et ce qui fait que cet embrouille même au sein du gouvernement laisse planer le doute sur les positions. Voilà, vous l'avez compris, déjà avec nous sur ce plateau, nos invités du jour à faire Afriland First Bank Saka. Il faut rappeler, il s'agit d'une convention de crédit signée entre les deux parties depuis 2016 portant sur la somme de 9 milliards de nos francs guinéens. Lors de la signature, nous apprenons le client aurait déposé un montant de 2 milliards comme garantie sur le numéro de compte qui devait loger le montant du prêt. Et la société également, c'est-à-dire la société Saka, a également hypothéqué son immeuble qui est à Madina d'une valeur de 9 milliards toujours. Selon son avocat, ce prêt, il poursuit, n'aurait jamais été accordé. En revanche, la société Afriland First Bank a continué à prendre de l'argent sur le compte de ses clients jusqu'à hauteur de 5 milliards de francs guinéens. L'affaire est devant la justice et pour leur droit de réponse, nous recevons nos amis de Afriland First Bank. Maître Michel Yakité, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour à vos auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous avons également de l'autre côté M. Yansané Mourane, c'est ça? Oui. Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur réseau marketing de Afriland First Bank. Merci d'être venu. Merci M. Milimono, merci à vos millions d'auditeurs. Alors, cette affaire remonte en 2016, cette convention de prêt autour de 9 milliards. Nous avons reçu ici l'avocat de Saka, la société alimentaire africaine, de Elhadj Mamadou Diallo. Nous avons vu les décisions de justice qui, surtout, sont à leur faveur. Dites-nous, quelle est votre part de vérité dans cette situation? Et merci M. Milimono, merci de nous avoir donné la chance de donner notre part de vérité dans cette difficulté que traverse le système bancaire en général. Mais je tenais d'abord de profiter de ce micro pour transmettre les excuses du système bancaire, mais aussi de Afriland First Bank à l'ensemble de nos clients. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, je voudrais que nous comprenions le combat de la FESABAG. Loin de défendre un procès ou de s'insurger dans un truc judiciaire, c'était d'abord l'instinct de survie de l'employé que sont les membres de la FESABAG. Dont les emplois n'étaient pas menacés. Non, j'en viens. Parce que ce qu'il faut savoir, la FESABAG s'en est mêlée parce que les huissiers de justice ont saisi les instruments de travail. Les chaises un matin, le véhicule un soir. Vous voyez ce que ça arrive à la fin. Nous arrivons au moment où nous ne pouvons plus travailler. C'est là que la FESABAG s'en mêle. Donc les employés que sont la FESABAG se sont mêlés parce qu'ils ont senti que le travail est menacé. Parce que si le matin, je dis n'importe quoi, quelqu'un arrive à Espace, il n'y a pas de chaise où s'asseoir, il n'y a pas de chaise où recevoir les clients, vous êtes d'accord avec moi que le travail amène un problème. Sauf que ce qu'on vous reproche, les recours ne sont pas épuisés, le dossier est encore à la justice.
On aurait pu quand même poursuivre la procédure au niveau de la justice au lieu de faire une telle posture. Et malheureusement, vous avez quand même sanctionné tous vos clients. C'est pour ça que on dit aujourd'hui les banques n'ont pas, excusez-moi de l'expression, mais n'ont pas de considération pour les clients. C'est pour ça que nous nous excusons fortement auprès de nos clients. Et sur le fond, une procédure judiciaire est en cours, mais l'opinion nationale a besoin de savoir la vérité. Allez-y. C'est pour ça que je vous envoie. Nous sommes venus avec l'avocat. Alors dites-nous, cette convention de prêt, nous apprenons que l'argent, les 9 milliards n'ont jamais été payés. Et plus, vous avez prélevé 5 milliards sur le compte de la société Saka. Merci Djiba, c'est la raison de ma présence dans cette émission pour vous expliquer de manière pédagogique les faits et rien que les faits de ce dossier. Parce que ce que nous avons entendu lors de votre précédente émission, quand vous avez reçu l'avocat de Saka ici, nous a paru qu'il parlait d'un dossier différent du nôtre. C'est pourquoi le directeur général de Afriland First Bank nous a mandaté, je le salue de passage, pour venir expliquer à l'opinion publique les réalités de ce dossier. En effet, Djiba, il s'agit d'une convention de prêt, comme vous le dites, qui a été adossée à une traite avalisée. Et ça, c'est très important, ce qui n'a pas été dit ici. Monsieur Diallo a voulu vendre du riz. Il y a un importateur de riz qu'on appelle Safricom qui a vendu du riz à M. Diallo de Saka. Il n'avait pas au moment de la transaction les fonds nécessaires pour acheter le riz. Safricom lui a demandé, écoutez M. Diallo, en garantie de votre engagement, parce que je ne vous fais pas confiance, je ne peux pas vous remettre du riz. Et Safricom, c'est la société de M. Amana, je pense. Non. Safricom, c'est Alsen Bari. D'accord, allez-y, allez-y. C'est Alsen Bari qui a fait venir le bateau du riz. Et comme vous le savez, il y a des grossistes en Guinée qui vendent du riz, comme Amana, que vous disiez là, vous citez là maintenant. Justement. Saka fait partie de ces grossistes. Mais comme Safricom n'avait pas confiance à Saka, de la surface financière de Saka, il a dit, écoutez, je veux une garantie bancaire. Au cas où vous n'honorez pas vos engagements, que la banque soit amenée à me payer. C'est la raison pour laquelle ils ont fait entre eux une traite. Une traite, c'est quoi? C'est un moyen de paiement. C'est comme un billet à ordre, c'est comme un chèque certifié, un chèque. Mais c'est que ça devient une garantie à partir du moment où la banque l'avalise. C'est ça qui a été fait. La banque donc a avalisé la traite que Saka a donnée à Safricom pour dire en 3 mois, si je ne vous paye pas les 9 milliards, Afriland First Bank va payer ce montant en lieu et place. Au moment contractuel, il avait une provision de 2 milliards qu'il a constitué sur un compte à la banque et il a déposé l'original de son titre foncier. Le moment du paiement arrivé, il n'avait pas le solde nécessaire pour honorer son engagement. Et comme la banque avait pris un engagement par signature, donc une traite avalisée de payer l'argent à ses lieux et places, la banque a payé et s'est retournée contre lui pour obtenir remboursement des fonds qu'il a avancés dans le financement de l'opération. À ce niveau... Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Et quand le moment venu, la banque lui a demandé à réaliser l'hypothèque qu'il avait déposée en garantie du prêt de la banque. Il a tout de suite assigné la banque. C'est Saka en réalité qui a initié cette procédure judiciaire dont nous parlons. Ce n'est pas Afriland First Bank. Afriland First Bank usait des méthodes transactionnelles pour voir comment récupérer son argent. Et quand Saka s'est adressé au tribunal, je vous le dis tout de suite, il n'a pas nié la créance. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Prenez l'assignation de Saka. Saka a contesté le montant de la créance que la banque lui réclamait pour dire qu'au lieu de 4 milliards 572 millions, votre créance n'est pas cela. Moi, je reconnais 2 milliards 900 millions. Je vous propose de vous payer des signatures d'un accord transactionnaire, 500 millions, et le solde, je le paierai
par tranche de 50 millions à partir du premier paiement. C'est ce que Saka a demandé au tribunal. Mais contre toute attente, la banque, de sa position de débitrice, de créancière de Saka, s'est retrouvée, par l'effet des décisions qui sont rendues, débitrice de Saka. C'est en réalité ça. Alors justement, dans cette convention, il y a l'article 5.2 qui dit le crédit sera réputé mis à la disposition de l'emprunteur dès que le compte courant numéro ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur sera crédité du montant du crédit. Je vous explique, Guiba, ce point précis. Parce qu'ils utilisent ce point comme étant le gardien de cette affaire pour dire que Saka n'a jamais reçu paiement de l'argent. Et comme Saka n'a pas reçu paiement de l'argent, tout ce que la banque a prélevé sur son compte doit être remboursé. Oui, parce que mais le mécanisme ne fonctionne pas. Le mécanisme ne fonctionne pas. Le mécanisme ne fonctionne pas de cette façon. Permettez, c'est pourquoi je voudrais poser la question. Très simple. Les 9 milliards, vous devriez payer ça à la banque du fournisseur ou sur le compte de la société Saka? Je vous explique. Le mécanisme ne fonctionne pas qu'on prenne l'argent, les 9 milliards, on met sur le compte de Saka. Le mécanisme de la traite avalisée, c'est comme un chèque certifié que vous donnez au client. C'est-à-dire que le moment venu, si Saka ne paye pas, comme c'est le cas, c'est à la banque de se substituer à Saka pour payer Safricom. Et ça a été fait. Safricom ne conteste pas avoir reçu la totalité de ces montants. Vous allez me permettre. Vous savez, il y a une notification de paiement. Vous avez, la banque Afriland a payé à la banque du fournisseur de Saka. Est-ce qu'aujourd'hui vous disposez d'un élément, un élément documenté qui justifie cette notification de paiement? Absolument. Si vous pouvez nous la fournir, oui, bien ce sûr. serait super pour les auditeurs. Safricom n'a jamais contesté avoir reçu le paiement de la banque. Attention, contesté ou pas, on veut savoir. Safricom ayant reçu le paiement a quand même l'obligation de faire un reçu ou une notification pour dire j'atteste avoir reçu la somme de telle dans le cadre de la société Saka dans le cadre de telle transaction. Si je vous lis la déclaration. Oui, avant de lire la déclaration, cette question. Est-ce que ce document existe? Ce document existe. Pour vous répondre, le tribunal a fait la même démarche que vous. On a demandé à Safricom, est-ce que vous avez reçu les 9 milliards? Safricom, il y a une lettre qu'on va vous montrer, a répondu, j'ai été payé à la date de l'échéance de la traite pour 9 milliards par Afriland. Attention, ça c'est le témoignage. Non, il y a une précision. On en vient. Il y a une précision. On en vient. Il y a d'abord l'écriture, la preuve du paiement. On va vous le montrer. Je fais plus. Je vous dis que Safricom, le bénéficiaire de la traite, a écrit au tribunal pour vous leur préciser que si Afriland ne m'avait pas payé les 9 milliards, moi, j'aurais attaqué Afriland parce que ce serait dédié de sa propre signature. Nous vous donnons à la fois les preuves de paiement et les lettres sont là. On va mais ça ne fait pas l'objet du débat. Safricom ne conteste pas avoir reçu l'argent d'Afriland. Permettez-moi d'apporter cette précision aux questions. Parce que quand on a reçu l'avocat de Saka ici, il nous a fait comprendre que quand vous étiez devant le tribunal, il y avait question qu'il y ait une expertise qui prouve justement que ce montant a effectivement été décaissé par la banque. Et que l'expertise a prouvé que ce montant n'a pas été décaissé, la banque aurait demandé une contre-expertise qui n'a même pas été payée par la banque et que c'est son client qui aurait payé ce montant. Et on a vu les notes. Permettez, je vais ajouter. Non, il finit, vous allez je finis là. La conclusion de l'expert comptable. Il dit en somme, et au terme de nos travaux, nous aboutissons aux conclusions suivantes. Le numéro compte, il a indiqué le compte ouvert dans les livres de Afriland First Bank, n'a pas été crédité de la somme de 9 milliards de francs guinéens. Aucune preuve de paiement du montant de 9 milliards sur le compte numéro, le même numéro qui est indiqué, ouvert au nom de la société Safricom, fournisseur de Saka, Charles, n'a été mise à notre disposition. Et en troisième lieu, il dit la mise en place de la convention de crédit pour la traite avalisée de 9 milliards et les opérations y afférentes ont entraîné des frais pour un montant de 2 milliards. Je vous explique rapidement les conclusions de ce rapport.
l'un expert répond à la question qu'on lui pose. Un expert a une feuille de route, a une mission à exécuter. Si vous lui dites, vérifiez dans les comptes pour rapporter la preuve que ce compte a été crédité, il va vérifier si le compte a été crédité. S'il n'a pas été crédité, dans son rapport, il dit n'a pas été crédité. Dans ce dossier, l'ordre de mission même, la feuille de route, d'accord, la lettre de mission du tribunal, parce que l'expert a été désigné par un jugement du tribunal, à la demande de Saka lui-même. Au lieu de faire l'audit du compte, l'audit de l'opération qui a été financée, le tribunal a demandé à l'expert de vérifier est-ce que le compte qui a été indiqué dans la convention de crédit a été crédité, oui ou non. En l'espèce, il est impossible de créditer le compte Saka, de déposer les 9 milliards sur le compte de Saka. Oui, mais le problème c'est l'opération ne fonctionne pas de cette façon. Oui, mais le problème je vous explique, Diba, parce que si vous ne comprenez pas ça, il faut que vous compreniez l'opération. Vous allez réagir. Le problème c'est où? C'est la convention de crédit qui vous lie. Mais la convention du crédit, attendez. Je reviens encore. On dit que le crédit sera réputé, mis à la disposition de l'emprunteur dès que le compte courant numéro 01005, ainsi de suite, ouvert dans les livres de la banque au nom de l'emprunteur sera crédité de montant. Ce qui revient à dire que la banque avait l'obligation de verser cet argent à prêter sur le compte de son numéro de compte de l'emprunteur. Non, vous avez une mauvaise compréhension. Vous avez une mauvaise compréhension de la convention. Mais laissez-nous nous expliquer. Article 5, mise à disposition des fonds. Non, c'est un terme juridique. Il faut que vous compreniez le mécanisme parce que vous ne comprenez pas forcément comment est-ce que ça se passe. Nous lisons la traite avalisée. La traite avalisée, il faut que vous compreniez la traite avalisée. Maître va nous aider à comprendre quelque chose. Voilà. Si vous prenez l'article 1er, l'article 1er de la Convention, il est écrit que suivant la demande de la banque s'engage par la présente à accorder à l'emprunteur qui accepte et s'oblige et en exécution des conditions une traite avalisée de 9 milliards, voilà pour une durée de 3 mois à compter de sa mise en place. La traite avalisée, la convention de crédit, je vous dis encore une fois, a été adossée à cette traite avalisée. Le mécanisme de la traite avalisée, c'est quoi? Il faut que vous le compreniez. Il faut que le public le comprenne. Parce que ça se fait, c'est une pratique quotidienne dans les banques. Ça ne pose aucun problème. Même aujourd'hui, vous allez dans les banques, vous verrez que les traites sont escomptées, payées et autres, et on s'en va. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre l'argent dans les comptes de l'entreprise? On ne met pas l'argent sur le compte du client, justement, Diba. On donne l'argent au fournisseur, à Safricom. D'accord. Ce n'est pas à Saka on remet, la banque remet de l'argent. La banque remet au fournisseur de Saka, qui est Safricom. Et si Safricom est payé dans le délai requis, il n'y a pas de problème. Et la lettre de paiement des Safricom. Vous comprenez? Et les Safricom ne contestent pas avoir reçu, avoir escompté et reçu le paiement dont Afriland s'était engagé à faire. C'est ça la nuance dans ce dossier que les gens ne veulent pas expliquer pour dire que la banque avait l'obligation de mettre les fonds à la disposition de Saka. Et à Saka maintenant de payer cette mise à disposition. La convention de traite ne fonctionne pas de cette façon. Un éclaircissement. Le compte, dans la convention, le numéro de compte est indiqué, c'est 01 0057 33 01-27. Nabila, ce compte a fait l'objet d'un mouvement. Sans quand la banque a payé, la banque a répercuté ce paiement sur le compte. Je vais vous expliquer. Mais l'autre lettre, le relevé de compte est là. La lettre de paiement, c'est ce que vous devez comprendre. On va s'écouter. Permettez, la lettre de paiement que j'ai ici, on va s'écouter. La lettre de paiement que j'ai ici, le document. Je vais t'expliquer. Oui, attendez. L'extrait de compte, vous dites l'extrait de compte que j'ai ici, le numéro sur lequel le versement a été fait, le numéro c'est 01 00 12 93 01-23 qui est différent. Non, il est au nom de qui? On dit, bon, je vois le nom Safricom. Mais un autre, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les deux comptes différents? Les deux comptes, je vous explique. Voilà. Il vous a expliqué qu'à l'échéance de la traite, lorsque la marchandise est livrée, ce qui est vrai, est-ce que Saka a reçu la marchandise? C'est vrai. Il n'y a pas de contestation là-dessus. À l'échéance de la traite, moi, le banquier, j'ai l'obligation de payer le fournisseur. Ne sautez pas ce que dit l'avocat. C'est très important. En matière de traite, mon premier engagement,
c'est que je dois, mon premier engagement, je m'excuse, je dois donner l'argent aux fournisseurs. C'est pour ça que tout à l'heure il a posé la question. Est-ce que Safricom a reçu? Voilà l'extrait du compte de Safricom qui prouve qu'il a été crédité de 9 milliards. Est-ce que j'ai touché le compte qui est indiqué dans la convention? Oui, par son débit. Pour mettre l'argent dans un compte clientèle, j'ai deux façons comptables à le faire. Soit je te mets par le crédit, donc ton compte devient créditeur, soit je te rends débiteur. Vous êtes tous, peut-être vous avez des comptes en banque. Je peux te débiter de moins 9 milliards. Allez dans le compte qui est indiqué. Je vais vous montrer. Il a été débité de 9 milliards à cette date qui sont passées là. Donc, Saka. Il y a la preuve. C'est pour ça qu'il vous a dit que l'expert qui est parti, nous ne disons pas qu'il n'a pas fait un bon travail. Il a travaillé sur un champ restreint. Le juge lui a dit, va vérifier si l'écriture est passée au crédit. Alors, si les 9 milliards ont été épongés à date, qu'en est-il de ce qu'il a hypothéqué? Non, on en vient. Son immeuble. Non, nous sommes venus parce que, n'oubliez pas l'opération de départ. Son fournisseur, ne le faisant pas confiance, lui a dit, va prendre la garantie d'une banque qui se porte garant. Nous, la banque, pour nous porter garant de l'opération, nous avons pris 2 garanties. Le cash call constitué, 2 milliards, pour le dire dans notre terme, et l'hypothèque sur l'immeuble. Sauf que quand il n'a pas respecté l'échéance, nous avons payé 9 milliards. Pour recouvrir les 9 milliards, premièrement, nous avons pris les 2 milliards qui ont été déjà constitués. Deuxièmement, nous avons pris l'hypothèque. Et le client, il y a des lettres ici, où reconnaît, vous avez payé les 2 milliards, les 9 milliards, vous avez pris mes 2 milliards. Le solde, je m'engage à vous le payer avant que vous ne réalisez votre hypothèque. Les lettres sont là. Et il a même commencé à verser. Il a fait des versements. Nous avons fourni les preuves des premiers versements qui nous ont constitués. Mais sauf que il n'a pas respecté l'engagement. C'est ce qui nous a amené à saisir l'hypothèque. Nous en sommes arrivés là parce que l'engagement que lui-même il a pris, il y a les lettres. Et comme l'a dit, maintenant que les 9 milliards sont épongés, donc vous prenez en compte l'hypothèque. Les 9 milliards sont épongés, bien sûr. Nous prenons en compte l'hypothèque, puisqu'il n'y a plus de cash, ils ne nous payent plus. D'accord. Et aujourd'hui, à date, on est à quel niveau? Parce qu'on a appris qu'il y avait des négociations qui étaient en cours. Ou bien la banque ne rentre pas dans les négociations, malgré les décisions de justice. Non, justement, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Nous, la banque, nous privilégions toujours la démarche commerciale. D'accord. Nous retrouver devant les juridictions n'a jamais été l'obligation du banquier. Pour nous, on fait nos affaires dans la plus grande discrétion. C'est important qu'on n'en arrive jamais à arriver devant la justice pour régler nos différends. C'est pourquoi, même maintenant, quelles que soient les décisions de justice, si nous pouvons trouver une entente à l'amiable pour que Saka rembourse la banque lui donne son hypothèque, c'est l'idéal. Aller devant la justice n'a jamais rien du tout. Voilà, on est pris par le temps. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, maître Michel Diakité, avocat de Affluent First Bank, Yansane Moran, qui est directeur réseau à marketing. Merci et vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Merci, c'est la fin de l'émission. Babila, merci. Caps, notre technicien du jour, Saloum, qui est avec nous, réalisateur maison, Poutine, toute la régie, Fauté, on ne les oublie pas, Lamine Sidibé, Mafata Sano et toute l'équipe. Merci également à notre maire qui est dans ce studio, Alphonse Sekou, qui est avec nous. Portez-vous bien où que vous soyez. Prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir. Radio Espace, Espace Expression, votre actualité.